Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à notre session hebdomadaire du Sursaut. Comme vous le savez, toutes les semaines, nous posons 3 questions à un penseur, un acteur de terrain, un écrivain, un intellectuel ou une personnalité politique engagée contre les maux de nos sociétés contemporaines. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Anne Rosencher, directrice déléguée de la rédaction de l'Express et qui a récemment publié son livre « Un chagrin français ». Bonjour Anne. Bonjour. Anne, votre livre est un plaidoyer pour l'universalisme républicain, mais c'est aussi un récit très personnel. Vous y parlez notamment aussi de votre grand-père. Pourquoi cette démarche? J'ai beaucoup hésité, je dois vous dire, Simone, parce que c'est pas du tout dans mon habitude de parler avec un biais personnel. Moi, je suis journaliste, je suis éditorialiste et en plus, je suis universaliste, donc je considère que le citoyen est l'homme sans étiquette et qu'on ne parle pas d'un endroit en particulier parce qu'on a telle religion ou telle origine. Mais c'est le fruit d'une réflexion. Je pensais qu'il fallait essayer de comprendre comment les ressorts d'un attachement à un modèle, à une promesse, à un projet, en l'occurrence l'universalisme républicain de la France, pouvaient prendre ses racines dans quelque chose d'intime, de familial, parce que finalement c'est quand même ça une nation, c'est-à-dire c'est la somme d'histoires qui se rejoignent dans un projet. Et donc mon grand-père, Henri, qui a débarqué avec sa famille de Pologne en 1920, fuyant les pogroms antisémites de là-bas, ils avaient vraiment choisi la patrie de Zola. Voilà, c'est comme ça qu'ils le disaient chez eux, parce que c'était la nation qui avait su réhabiliter Dreyfus. Et ils ont vraiment embrassé ce projet-là avec la ferveur des néophytes, on va dire. Et quand Pétain a capitulé, mon grand-père a été l'un des premiers à chercher à rejoindre De Gaulle et la France libre, ce qu'il a réussi à faire en passant, voilà, je ne vais pas faire tous les rebondissements, mais pendant 5 ans ou presque, il s'est battu en français, en résistant français pour la France, jusqu'à d'ailleurs être capturé et déporté à Dachau en tant que résistant. Sinon, s'il avait été pris en tant que juif, ça n'aurait pas été la même histoire. Et d'ailleurs, quand il est rentré en France, après ces 5 ans où il s'est battu en français, il s'est aperçu que l'intégralité de sa famille avait, elle, été déportée en tant que juive, bien entendu. Et le ressort incroyable de cette histoire, c'est qu'elle ne s'arrête pas là. C'est que derrière, il décide néanmoins que ça n'était pas qu'il aime quand même le projet français et qu'il y croit. Et que pour lui, ce projet qu'on peut résumer comme quelque chose qui fait qu'il n'y a pas de minorité, il n'y a qu'une seule, il n'y a pas de communauté, il n'y a qu'une seule communauté de référence, c'est la nation. Et donc les juifs, comme les autres minorités, entre guillemets, sont protégés par cet universalisme républicain-là, qui fait que nous ne sommes normalement pas à la merci de la bienveillance de la majorité. Et cette vigilance, bien entendu, qui est la sienne, tout comme l'exigence du projet républicain, il nous l'a transmis. Et c'est ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que je vois les choses se défaire sous l'assaut du communautarisme et du multiculturalisme anglo-saxon. Et pour moi, ça n'est pas un hasard si rejaillissent les meurtres antisémites aujourd'hui. Alors bien entendu, je ne me raconte pas de salade, nous ne sommes pas en 1939 et je ne suis pas en train de dire qu'il y a une Shoah en préparation, ce n'est pas du tout mon propos. En revanche, je dis que aujourd'hui, s'il y a une recrudescence très importante de l'antisémitisme, parce qu'il ne faut quand même vraiment pas la cacher, il y a eu 11 morts de juifs du fait qu'ils étaient juifs, ces 15 dernières années, il y a un départ d'une partie tellement grande de la population des Français juifs qu'on ne peut pas ne pas voir que ça correspond à une réalité. Donc, pour moi, cette résurgence de ce phénomène
est due au fait que la République, notre devise, notre principe républicain de concevoir le citoyen comme l'homme sans étiquette est en train de se défaire. Alors, nous sommes maintenant à moins de 2 mois du premier tour de l'élection présidentielle. J'ai l'impression que ça fait 6 mois. Oui. Cette campagne est aussi une confrontation de visions différentes de la France. Donc, vous nous avez dit dans votre ouvrage, donc vous nous livrez cette inquiétude sur la survie en réalité du modèle français. Est-ce que vous voyez malgré tout un espace pour l'incarnation du projet universel français? Je pense que, en vérité, il fait encore bizarrement un assez grand consensus, mais les gens n'osent pas le défendre jusqu'au bout et avec la vigueur qu'il mérite, parce que il y a eu l'apparition entre-temps d'un certain nombre d'anathèmes qui fait que les hommes politiques notamment, mais aussi dans la conversation publique, il y a une peur d'être disqualifié moralement quand on défend, par exemple, la façon de l'intégration française, c'est pas la même que l'intégration à l'anglo-saxonne. Alors appelons ça assimilation autrement si on veut, si on considère qu'assimilation est devenu complètement tabou, c'est encore dans le code civil. Mais bon, depuis que en plus Éric Zemmour s'en est saisi, c'est devenu compliqué de le défendre parce qu'en plus on le défend pas forcément pareil en fonction de quand on est à gauche ou quand on est à la droite de la droite. Mais si vous voulez, cette idée que finalement, dans la cité, c'est-à-dire dans la vie publique de la nation, on met en avant d'abord ce qui nous rassemble avant ce qui nous distingue, c'est quelque chose d'extrêmement fort et puissant dans le projet français. C'est normalement quelque chose qui est créé par l'adhésion et non par la contrainte. C'est parce qu'on a envie de participer à ce projet et d'épouser ce projet qu'on le fait et qu'on laisse nos particularismes à la maison, qu'ils soient vestimentaires, qu'ils soient de revendications, de croyances personnelles. Et ça, si vous voulez, non seulement c'est défendu par la laïcité dans les lieux publics, mais c'est aussi un ethos républicain qui est fait, encore une fois, par l'adhésion. Ce n'est pas la question de faire la police de l'habillement dans la rue, c'est juste que autrefois, c'était ainsi qu'on se projetait en tant que Français. Et ça, c'est devenu, par exemple, très compliqué de le porter parce que vous avez aujourd'hui le débat qui s'est en gros divisé entre ceux qui veulent carrément interdire les signes ostentatoires dans les lieux publics et ceux qui disent mais il n'y a aucun problème, c'est très bien, le respect pour la différence avant tout, alors que c'est bien sûr qu'il faut respecter les gens, mais le respect de ce qui nous rassemble et du projet de la nation républicaine française, enfin, excusez-moi, ça se respecte aussi. donc, le promouvoir et l'expliquer pour bien montrer, après on peut être d'accord ou pas d'accord, ça c'est pas la question, c'est pas que je dise que si jamais on l'expliquait bien, tout le monde serait d'accord et embrasserait immédiatement le projet français. Il y aura peut-être des gens qui continueront de trouver que la façon de faire anglo-saxonne où chacun vit côte à côte avec ses coutumes et son folklore d'origine, etc., est la meilleure et la plus libre, ou que sais-je. Mais moi, je dis, au moins, défendons quand même cette façon de faire et cette façon de voir les choses avec nos propres mots et ne le laissons pas dans un débat caricatural entre le camp du déni et le camp des barricadés de l'identité. Voilà. Alors, la dernière question, c'est une question toujours un peu compliquée, mais on pose à tous nos invités. Si vous aviez 5 minutes avec le président de la République, ou peut-être même avec le futur président ou la future présidente de la République, et il vous demandait que faudrait-il faire pour redonner du souffle justement à l'universalisme français, c'est-à-dire d'une certaine manière, ce que vous venez de dire, hein, comment rassembler plutôt que dissembler, qu'est-ce que vous lui direz? Je pense que, bon, l'école, hein, c'est un petit peu cliché, mais je vais vous dire, je pense que c'est là qu'on forme en partie les citoyens, même s'il ne faut pas tout attendre de l'école et que, bien entendu, je pense qu'il faut aussi englober dans cet effort les parents d'élèves.
Parce que c'est pas parce que l'école va vous sortir du discours républicain et vous expliquer les ressorts de ce que c'est. Si vous rentrez chez vous le soir et que vous entendez un discours complètement inverse, voire qui vous dit que ce discours-là est raciste, ben, vous allez avoir, ça sera inefficace. Moi, j'ai été marquée après Samuel Paty de beaucoup de témoignages de professeurs qui me disaient mais on ne peut pas tout nous demander. Il faut aussi que les parents, et notamment les parents qui peut-être n'osent pas s'impliquer, restent un peu sur la réserve, etc., s'impliquent eux-mêmes dans l'éducation de leurs enfants sur ces sujets-là. Voilà. Je pense que encore une fois, c'est par la somme de nos courages et de nos engagements que l'on va s'en sortir. Donc, l'école, le fait de bien arriver à expliquer ce que c'est que le projet républicain. Et je dirais la deuxième chose, c'est la politique de la ville. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas laisser, comme on dit, les territoires perdus de la République. Si vous laissez se concentrer dans certains endroits ceux qui, on va dire, prennent le pouvoir alors qu'ils sont une minorité, mais par leur virulence, par leurs intimidations, tout d'un coup, ils imposent une atmosphère, ils imposent un sentiment, plus qu'un sentiment. Quand vous voyez qu'il y a des endroits, je me souviens très bien avec le cœur qui se tordait du témoignage de Bernard Ravet. Vous savez, c'est un proviseur de collège dans les quartiers nord de Marseille qui disait qu'il avait refusé, il avait déconseillé l'inscription d'un enfant juif dans son école, alors que lui est un républicain fervent, mais parce qu'il disait, mon Dieu, je ne suis même pas sûre que je puisse assurer sa sécurité. Si vous avez des endroits comme ça en France, c'est plus qu'un problème, je veux dire, ça devrait nous réveiller tous les matins d'angoisse et de dire on ne peut pas laisser faire ça. Il faut aussi réaménager, rebrasser, faire en sorte que la mixité s'opère et que les leviers de l'intégration puissent fonctionner et que la promesse de la République puisse aussi s'exercer parce que plus vous aurez cette promesse qui s'exercera et qui fera comment dire, qui fonctionnera pour des gens qui ont envie d'y arriver, de monter au plus haut de l'échelle, de ne pas être victime de discrimination, de se sentir français, uniquement français, c'est là que vous ferez des émules. Si vous les abandonnez à la loi des plus virulents et d'un côté et on va dire aux préjugés des autres, forcément, vous allez avoir du mal à faire de la promotion pour le modèle républicain. Donc, je pense que c'est les deux choses, la politique de la ville, vraiment, avant tout, de voir comment on remet de la mixité sociale et culturelle, et l'école. Merci Anne, j'espère qu'on vous écoutera. Merci Écoutez, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je sais que vous avez une journée très chargée. Je recommande aussi à nos spectateurs de lire votre livre, Un chagrin français, aux éditions de l'Observatoire. Super, merci beaucoup Simone. Merci beaucoup, au revoir.